Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Midi Ensemble, le magazine de société de la rédaction. Après Jérusalem, cette semaine, cap sur la vieille ville d'Acre, communément appelée Saint-Jean d'Acre, en Galilée. Cette ville portuaire fut à son heure l'une des villes les plus influentes du monde en matière de commerce et de religion. Carrefour des civilisations par son passé et par son présent, elle demeure aujourd'hui l'une des villes les plus mixtes d'Israël. Dans cette exploration, notre guide touristique Rafi, bonjour. Bonjour. Nous accompagnera. Merci d'être là aujourd'hui. Vous allez nous faire découvrir les différents sites de cette vieille ville. Et à ses côtés, notre journaliste Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Alors vous avez découvert cette ville. Vous avez appris beaucoup de choses. Donc nous allons revenir avec vous sur ce voyage à Akko. Et puis tout au long de cette émission, il vous sera possible de poser des questions à notre journaliste Marianne Bougrin. Elle est derrière son ordinateur. Elle attend vos questions. N'hésitez pas à l'appeler via l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, le grand dossier de Midi Ensemble spécial Saint-Jean d'Acre. C'est maintenant, alors surtout, ne bougez pas. Saint-Jean d'Acre est l'une des villes les plus mixtes d'Israël avec environ 46 000 habitants. Elle compte 67% de juifs israéliens, 25% d'arabes israéliens musulmans et à peu près 2% d'arabes israéliens chrétiens, sans compter une importante communauté druze et Bahaï, une ville qui a toujours connu la diversité dans son histoire. Elle fut traversée par de nombreuses peuplades, de la citadelle des Croisés jusqu'à la mosquée Al-Djezar ottomane en passant par la synagogue Al-Ramchal. Nous allons découvrir avec vous l'histoire de cette ville avec Caroline Amouyal et on en parle évidemment avec vous, Caroline, et vous, Rafi. Tout de suite après, on regarde. Acre, Saint-Jean d'Acre, Akko ou encore Ptolémaïs. Autant de noms pour décrire cet héritage historique conséquent, reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Chaque marche que je descends me renvoie un siècle en arrière. Dehors, c'est le XVIIIe siècle, mais ici, en bas, c'est le XIIe siècle. Quand je parle du XVIIIe, je parle de Napoléon Bonaparte et du Pacha Al-Djezar. Ici, c'est Richard Cœur de Lion et Saladin. 800 ans en 1 mètre 50. Assyriens, Grecs, Romains ou encore Égyptiens, Dominicains et Franciscains, une liste conséquente de civilisations a traversé la ville, en laissant derrière elle des traces plus ou moins indélébiles. Ce sont les seules ruines qui restent de la période gréco-romaine. Les seuls vestiges restant des hippodromes et des théâtres, des pierres cassées. Sinon, il y a la ville de Césarée. Durant près de 7 siècles, la ville fut le théâtre de guerres successives entre chrétiens et musulmans, de 638 à 1291. Ce fut le temps des célèbres croisades. Les croisés vinrent d'Europe en pleine crise économique. Ils recherchaient de l'argent. Ils commencèrent à piller et détruire tous ces bâtiments magnifiques des Templiers pour les vendre à l'étranger. Durant cette période, une forteresse fut érigée sous l'ordre religieux des Hospitaliers. Parmi les vestiges restants, un tunnel à l'usage bien particulier. Ce ne sont pas des égouts, c'est un tunnel. Le tunnel de l'ordre des Hospitaliers. Les rues étaient pleines de criminels. Vous n'auriez jamais osé marcher dans ces rues en tant que businessman. C'est pourquoi on leur a creusé un chemin sécurisé. Le monde d'en haut devint le monde d'en bas. En 1291, la ville tomba sous contrôle musulman. D'abord sous règne mamelouk, elle deviendra 3 siècles plus tard partie intégrante de l'Empire ottoman qui en fera un village de pêcheurs. Elle qui, des siècles plus tôt, était considérée comme l'une des villes commerciales les plus florissantes du monde grâce à son port. Saint-Jean d'Acre était le centre, la capitale du royaume de Jérusalem. C'était un endroit central pour le commerce. Les caravanes et les marchandises d'Inde et du Sri Lanka rencontraient les bateaux des Italiens. Les marchandises étaient ensuite acheminées en Europe. Sous l'Empire ottoman, la population connaît le règne sans merci du Pacha Al-Djezar. En 1781, le gouverneur fit ériger cette mosquée à son nom. Toujours intacte, elle est en dehors de Jérusalem, l'une des plus grandes mosquées en Israël. En 1799, le Pacha repoussa Napoléon Bonaparte dans sa conquête du siège de Saint-Jean d'Acre. Faute d'artillerie et de vivres, le général capitula après 8 assauts.
Ce que vous filmez actuellement est une bombe datant de la guerre entre Napoléon Bonaparte et l'Empire ottoman en 1799. Jusqu'en 1940 existe une faible présence juive dans l'histoire d'Akko. Seules 2 synagogues principales attestent de leur existence, dont la synagogue Al-Ramchal. Nous nous trouvons à la synagogue Al-Ramral. Rabbi Moshe Chaim Losato, un garçon juif de génie, venait de Padoue en Italie. Il devint rapidement rabbin et érudit de l'école chassidique. Il mourut très jeune en 1746. Il se sentait chez lui ici, un endroit très simple, décontracté, une synagogue dans laquelle ses étudiants et ses adeptes s'asseyaient. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'estrade, ils priaient à même le sol. Sans conteste, la vieille ville d'Acre vaut le détour. Alors Caroline Amouyal, vous avez réalisé un reportage qui nous fait plonger dans l'histoire. Est-ce que vous saviez, avant d'aller justement dans cette ville, que ça allait être autant chargé d'histoire, autant d'archéologie, ou vous avez été surprise? J'ai été surprise parce que quand en France on parle de Saint-Jean d'Acre, on ne fait pas vraiment référence à l'ère musulmane qui a été très long sur la ville. Et quand on arrive, on voit cette architecture, on se croirait en Andalousie en fait. Il y a une superposition de l'ère chrétienne et de l'ère musulmane et c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qui attire le plus les touristes dans cette ville, Rafi? On vient de le voir dans le reportage, la ville est chargée donc d'histoire et de vestiges archéologiques. Mais à côté de la visite historique, il y a beaucoup d'orthodoxes aussi qui s'y rendent. Alors, il y a aujourd'hui une volonté de renouveau, je dirais, de renouveau juif. C'est-à-dire qu'à part le tourisme classique, pèlerin, chrétien, etc., il y a également une volonté aujourd'hui, de manière générale en Israël et de manière particulière dans des villes que j'appellerais des villes mixtes, juifs et arabes, de voir également un renouveau et une présence juive. C'est le cas de Akko ou alias Saint-Jean d'Acre. Et je vous propose de retrouver Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Comme vous l'avez précisé, Acre est aussi connu sous le nom d'Akko ou encore Saint-Jean d'Acre. Et Justine d'Aix-en-Provence souhaiterait savoir à quoi fait référence chacune de ces appellations historiquement parlant. Pouvez-vous lui répondre? Alors, la première référence est une référence biblique dans le premier chapitre des Juges, où nous voyons donc justement que l'Éternel demande à la tribu de Asher ou à Asher de ne pas attaquer ni Sidon, qui donc est actuellement au Liban, à l'époque une partie de la province de la tribu d'Asher, et également Akko. Puis on retrouve également dans le 38e chapitre du livre de Job, également la référence de Akko où on dit, où on demande de ne pas attaquer jusqu'à là, en hébreu ad po, po également, ça veut dire ko en hébreu, ad ko, jusqu'à là, d'où le nom de Akko. Ensuite de cela, il y a Talmaï 2, ce sera Ptoléméus, et les croisés, lorsqu'ils arriveront là-bas, croiront faussement, ils apparenteront la ville de Acre, ou de Saint-Jean d'Acre, qui nomme au nom de Jean-Baptiste, avec la ville de Écron biblique. Fort de leur erreur, ils corrigeront le tir, mais le nom de Saint-Jean d'Acre restera Saint-Jean d'Acre au nom de Jean-Baptiste. Alors, dans le reportage, Rafi, nous voyons qu'une partie de la citadelle fut transformée en prison sous le mandat britannique à partir de 1918. Jabotinsky, le père de l'aile droite israélienne, mais également Shlomo Ben Yosef, membre de l'Irgun, ils furent emprisonnés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire, cette détention? Alors, il faut comprendre plusieurs choses. En 1917, les Britanniques arrivent ici suite à un agrément qui s'appelle l'agrément de Sykes-Picot, deux diplomates, pour l'un français et l'autre anglais, qui vont diviser en fait le petit pays dans lequel nous vivons en deux. De là, les membres du Lehi, du Hetzel, qui sont traditionnellement la droite israélienne, qui refusent une présence britannique sur place. Donc au contraire de la Haganah, dont le mot veut dire la défense, qui disent tant que les Britanniques sont ici, nous ne ferons rien. Le Lehi et le Hetzel dit œil pour œil, dent pour dent. Donc si nous attaquent, nous attaquerons également. Et dans ce cadre-là, Jabotinsky, comme vous le dites justement, qui est considéré comme le père de la droite israélienne, est incarcéré pour quelques mois, il est libéré. Shlomo Ben Yosef, qui arrive ici en 1938, et qui en 1937, un an après son arrivée, eh bien on parle des pogroms arabes de 36-39. Il y a donc un taxi dans la région de Tzfat, de Safed, où circulent des juifs qui sont attaqués par les Arabes. Les Arabes tuent 5 des passagers, violent une fille et la coupent en morceaux. Et furieux, Shlomo Ben Yosef et 2 de ses collègues vont lancer des grenades sur un bus arabe,
faisant la route de Tibériade à Safed. Il n'y a pas de blessés. Ils se réfugient dans une grotte. La police britannique met la main sur ces 3 individus. L'un est mineur, l'autre a des problèmes de santé et va être libéré. Et c'est finalement Shlomo Ben Yosef qui va être pendu. Jabotinsky, lui, dira qu'il n'a rien à voir avec cela. Mais après la pendaison de Shlomo Ben Yosef, eh bien, il prendra la responsabilité également de cela. Et on a retrouvé en 2005 le journal intime de Shlomo Ben Yosef où il aurait écrit qu'il n'a rien fait pour lui, mais uniquement pour le peuple juif. Et puis en 1947, une évasion fut orchestrée par l'Irgun pour libérer ses membres sous le commandant de Menachem Begin, mais cela s'est mal passé aussi. Racontez-nous. Effectivement, il faut dire qu'un an auparavant, en 1946, eh bien, il y a 31 membres du Hetzel qui ont été incarcérés dans cette fameuse prison d'Akko. Donc, au total, il y avait 90 juifs, pour la plupart membres du Hetzel du Lehi, quelques membres de la Haganah qui étaient incarcérés, pratiquement un peu moins de 200 Arabes qui étaient aussi pour différents délits. Et furieux, ces membres du Hetzel essayent donc de s'évader. Ils cherchent d'abord des moyens au niveau de tunnels, puisque comme dans le reportage brillant qu'on a vu tout à l'heure, on parlait donc de tunnels à Saint-Jean-d'Arc qui étaient construits bien avant, donc ils se sont dit sur ces fameux tunnels du passé, on essaiera de faire quelque chose. Ils comprennent que c'est impossible et grâce aux membres du Hetzel qui sont à l'extérieur, ils arrivent à s'évader. Il y a 8 morts, donc 6 prisonniers, 2 membres de la force qui est venue prêter main forte et Dov Cohen qui est le chef de l'opération. Menachem Begin écrira que pour lui, ce serait encore des juifs, donc du sang qui a été versé, mais que l'opération n'était pas vaine. Et l'agence juive et à sa tête David Ben Gurion va dire que tout cela c'était une fantaisie et que ce n'est pas normal de mener une telle opération. D'ailleurs, Rafi, cet événement assez célèbre a donné lieu à une scène dans Exodus avec Paul Newman. Regardez. Fabuleux, Paul Newman, dans ce film. Une autre question de Marianne. Oui, alors nous avons justement reçu une question de Bastien de Nantes qui part en voyage en Israël dans une semaine. Il aimerait savoir si en termes de vestiges, il est plus intéressant de visiter Acre ou Jérusalem. Que lui conseillez-vous ? Je ne suis pas impartial puisque en tant que Jérusalemitain, je dirais bien entendu que le principal est de visiter Jérusalem. Je ne dirais jamais non plus, en tant que guide touristique et enseignant toutes ces périodes-là, qu'il n'est pas important d'aller visiter Akko. Donc, en tant que bon juif, je vais lui dire de faire les deux, et Jérusalem et Saint-Jean-d'Acre. S'il n'a qu'un jour à choisir, qu'il aille à Jérusalem. Bon, donc votre cœur a quand même choisi. Bon, dans le reportage, on fait également un crochet à la mosquée Al-Jezar. Al-Jezar, qui, je le rappelle, était le gouverneur de Saint-Jean-d'Acre. En 1775, durant cette période ottomane, il a été connu pour sa cruauté. On l'appelait le boucher, car il aurait torturé son responsable des finances juives. C'est vrai, ça ? Mohamed Al-Jezar arrive après la période de Dar el-Omar. Il faut comprendre que dans la période ottomane, qui dure 400 ans, de 1517 à 1917, on a une période de gloire qui va s'estomper en 1740. Et la plupart des gouverneurs d'Akko ou de Saint-Jean-d'Acre sont relativement autonomes. Effectivement, El-Jazar est particulièrement cruel. J'aimerais préciser qu'il donne le droit à beaucoup de personnes de revenir. Les Ottomans ont permis, contrairement à ce qui s'est passé et qu'on a vu dans le reportage, où il y avait des guerres de religion à toutes les religions, donc il y a une certaine ouverture à partir du XVIIIe siècle. Les Juifs retourneront à Tibériade, comme par exemple
le rabbin Menachem Mendel de Vitebsk, qui revient de Pologne à Tibériade. Son assistant des finances, son ministre des Finances s'appelle Chaim Fachi, qui a la lourde tâche en tant que juif de prendre les impôts des juifs. Et effectivement, il sera torturé et Al-Jazar lui crèvera les yeux. Merci beaucoup. Le grand dossier du jour sur Acre, eh bien, ça continue. Surtout, restez avec nous. Dans un instant, nous parlerons des fouilles archéologiques et de la vieille ville d'Acre, et notamment du travail de conservation et de restauration de ces découvertes et de ce qu'elles impliquent. C'est tout de suite, ne bougez pas. Merci Rafi de votre présence aujourd'hui. À bientôt. Et bonjour à tous, si vous venez nous rejoindre, bienvenue dans Midi Ensemble, seconde partie de notre grand dossier du jour consacré à Acre. Sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Dorso. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au Centre français de recherche de Jérusalem et vous êtes spécialiste de la période médiévale. Vous allez nous parler de la recherche archéologique donc sur ce site. Et comme nous l'avons vu déjà précédemment, la vieille ville d'Acre regorge de vestiges en tout genre qui donnent lieu à un important travail de conservation et de restauration. La faculté du Western Galilee College compte des cours spécialisés dans cette discipline. Caroline Amouyal, vous y êtes allée, vous êtes maintenant incollable. On va regarder votre reportage et on en parle tout de suite après. À destination des élèves du premier cycle universitaire, le cours conservation et restauration de Nadav Kashtan comprend 4 disciplines. Un enseignement axé sur l'archéologie et l'art et un autre, bâtiment, construction et restauration, plus axé sur l'ingénierie. Le travail des élèves est séparé en 2 modules. Le premier concerne le travail de fouille directement sur les sites aux côtés de professionnels. En première année d'études, nous travaillons dans un site qui s'appelle Susita, qui est situé au-dessus de Kinneret. Là-bas, les étudiants participent aux fouilles archéologiques et qui ont lieu déjà depuis 15 ans là-bas. Un autre exemple, c'est encore un site archéologique, Shikmona, qui est à côté de Haïfa, où il y a des vestiges qu'on peut documenter, photographier. Et il y a des bâtiments de ces 200 dernières années qu'on traite au niveau de documentation et inspection de l'état des bâtiments pour apprendre toute la procédure de conservation. La seconde partie des cours se concentre, elle, en laboratoire. Nous faisons partie du même groupe. Nous sommes en train d'étudier 3 échantillons de bois. Ici, nous en avons 3 types. Nous allons les mettre dans le four pour ensuite observer ce qu'il se passe. Actuellement, nous sommes en train de vérifier et de comparer les types de bois entre eux. Ensuite, nous allons mettre un liquide dessus pour empêcher leur dégradation, pour les conserver. Notre but est d'obtenir ensuite un échantillon non dégradé, comparable à l'original. L'accent est mis sur un traitement préventif des vestiges, ce qui signifie que l'école intervient avant que les pièces ne soient en état de dégradation. Des méthodes apparemment très connues dans les cercles d'études de conservation. Dans certains cas particuliers, il faut agir rapidement. Pensez à une fresque, c'est connu, en Italie, en France, on le fait. Et une fresque qui a été exposée dans des fouilles et qu'il faut tout de suite protéger pour que l'humidité, le soleil, toutes les conditions climatologiques n'influencent pas ces fresques. Ou même une mosaïque, ou même un mur qui va s'effondrer. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est pour cela qu'ils ont un cours qui s'appelle les causes de chute ou de dégradation des bâtiments. Le département conservation de Nadav Kashtan compte un nombre très limité d'élèves. Seuls 20 étudiants participent chaque année au cours, un petit comité qui favorise l'investissement de chacun. Dans mon département, il y a des entraides, il y a des coopérations. Ils font finalement des études pendant 3 ans ensemble sur le champ et dans la classe. Et on ne peut pas décrire une situation meilleure que ça, surtout avec l'arrière-plan politique. Une école moderne pour des vestiges du passé, le pari semble relevé. Alors on l'a vu, cette école s'intéresse principalement à l'âge du bronze et à l'âge de fer, des périodes antérieures à l'ère byzantine. Mais vous, Simon Dorso, vous êtes spécialiste sur la période médiévale. Dans le reportage, on parle bien de conservation et de restauration. Quelle est la différence ? Alors en fait, la conservation, il va s'agir en fait de stopper la dégradation des objets ou des vestiges archéologiques, tandis que la restauration, là, va consister à en fait redonner la forme que ces vestiges et ces structures pouvaient avoir à l'époque qui nous intéresse. En tout cas, Akko, c'est surtout un haut lieu médiéval. En quoi est-il unique, ce lieu-là ? Alors, il est unique. Donc,
à l'échelle du pays historiquement, puisque c'est la seconde capitale du royaume de latin de Jérusalem, donc dans le XIIIe siècle, après la prise de Jérusalem par Saladin. Et puis en fait aussi à l'échelle plus large de la Méditerranée et même du monde, puisqu'en fait il est un peu, on va dire, c'est une sorte de Pompéi médiéval. Il a été complètement scellé par un niveau de destruction et d'abandon. Donc le site n'est plus occupé lors de la période mamelouk et ne va être reconstruit sur le sommet des vestiges qu'à la période ottomane. Donc en fait, on a une ville fossilisée du XIIIe siècle dans les... Tu vois sourire, hein. Ah, c'est vraiment un site exceptionnel. C'est merveilleux. Alors Caroline, ce travail de conservation et de restauration est très minutieux. Après justement un cours avec Nadav Castan, vous devez être, j'en suis sûre, hein, absolument incollable sur le sujet. Tout d'abord, qui décide de ce qui doit être restauré et de ce qui doit être conservé à Acre? Alors en fait, c'est les archéologues et les inspecteurs qui travaillent sur place, sur les sites, qui décident de ce qui doit être conservé et restauré. En général, c'est un travail préventif, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur place, ils vont constater l'état de dégradation des bâtiments et dire voilà, là il est urgent d'agir, il faut le signaler pour que ce soit conservé. Alors, la muséographie d'Acre est l'une des plus élaborées pour un site médiéval en Israël. Il s'agit aussi d'une première. Oui ? Oui, en fait c'est tout récent, puisque donc, les fouilles ont commencé essentiellement donc, pour ce qui est aujourd'hui le plus visité dans les années 90 et la muséographie vient d'être faite l'année dernière. Donc c'est un travail sur le long terme qui pose des questions, qui va probablement évoluer. Mais en fait, à l'échelle d'Israël, c'est vraiment le site qui a fait l'objet du plus d'efforts. Mais quelle est l'importance justement de Saint-Jean d'Acre dans le patrimoine archéologique d'Israël, au niveau scientifique, mais aussi au niveau économique et touristique, selon vous? Alors, au niveau historique, donc c'est ce qu'on a dit, c'est une des capitales en fait d'un des États qui s'est implanté donc dans la région au Moyen Âge. Et aujourd'hui, en fait, c'est aussi un grand défi pour Israël, puisque c'est un des sites les plus visités et donc qui offre le plus de possibilités en termes de muséographie, mais aussi économiquement, donc de retombées touristiques sur la région, sur le nord en particulier. Il y a beaucoup d'amateurs justement d'archéologie? Oui, il y a beaucoup d'amateurs. Après, oui. C'est pas uniquement, du coup, ça s'adresse pas que à des amateurs d'archéologie, c'est aussi en fait un site qui est assez plaisant de visiter, avec un port, avec... la proximité de la mer. Allez, on va retrouver tout de suite Marianne pour une nouvelle question téléspectateur. Effectivement, Valérie, c'est une question de Nadine d'Orléans qui écoute attentivement l'émission et elle souhaite soulever un point un peu plus pratique. Concrètement, quelles sont les différentes techniques de restauration et de conservation des vestiges que vous employez? Alors Simon, dites-nous tout. Alors moi, je ne suis pas donc restaurateur, je suis archéologue, c'est la phase, on va dire, qui précède. Mais pour ce qui s'agit d'Acre, l'essentiel en fait de la restauration et de la conservation va porter sur les vestiges et donc là sur l'architecture des bâtiments qui sont en place, parfois très dégradés dans un état de ruine avancé. Et donc il va s'agir en fait de les conserver, les protéger pour pouvoir les montrer, les faire visiter aux générations futures. Donc en fait on a plusieurs méthodes. La première, ça va être donc pour ceux qui ont visité le site, de, par exemple, soutenir en fait les colonnes qui soutiennent les voûtes de ces salles énormes du complexe hospitalier. Donc là, on va pouvoir en fait les enserrer dans une architecture métallique qui vient donc se superposer à celle du Moyen-Âge en pierre. Et on a pour, par exemple, les enduits, parce qu'on a toute une zone, en fait, tout un quartier donc avec des murs et des rues enduites qui présentent des graffitis, des inscriptions. Donc là, on peut faire appel à des injections donc de matériaux qui vont permettre la conservation en fait de ces enduits. Donc en fait il y a plusieurs méthodes. Caroline, combien de temps peut prendre la restauration d'une pièce? Alors en fait tout dépend de la taille du bâtiment et de l'objet qui est traité et aussi des matériaux qui sont utilisés. Ça peut aller de quelques jours à quelques mois, même à plusieurs années. Ça dépend aussi de la cadence de travail qui est employée. Simon Dorso, vous avez des connaissances de pièces justement particulièrement délicates à restaurer ou bien à conserver à Acre? À Acre, en fait, alors, ce qui est un peu donc, particulier, disons, au site, c'est que, donc, comme j'ai dit, l'architecture est vraiment impressionnante, unique, en fait. Tandis qu'on a assez peu, pour les zones médiévales, de mobilier à proprement parler, donc céramique ou métallique. Alors, je dis assez peu par rapport à la surface. En fait, c'est une des collections, à nouveau, les plus importantes à l'échelle du pays. Mais je pense que les grands défis, ça va être vraiment ce traitement des objets métalliques qui est énorme, coûteux, qui fait appel à des procédures chimiques et puis ensuite à des
à des protocoles en fait, de conservation dans des locaux particuliers. D'accord. Donc, de manière générale, quels sont les vestiges que vous traitez le plus sur Akko en matière de restauration et de conservation? Alors, moi-même, je n'en traite pas donc, sur Acre, mais je pense que... on va dire vos collègues archéologues. Voilà. Alors, on a en fait de tout. Je ne sais pas ce qui... Enfin, au-delà de l'architecture, et je pense que c'est vraiment... Vous aimeriez travailler sur Akko? Sur Acre, oui, beaucoup, ouais. J'aurais fouillé, ouais. Ouais, parce que c'est vrai, c'est un métier merveilleux que vous faites, mais seulement il faut trouver des choses. Je pense que là-bas, il y a plein de beaucoup de choses à faire. Après, c'est très long, puisque du coup, il faut soutenir en fait la ville. On creuse en fait dans les souterrains, dans les niveaux inférieurs de la ville, et au fur et à mesure que les fouilles avancent, il faut aussi penser à cette ville moderne qui est encore habitée aujourd'hui. Donc, ouais, donc tout en paradoxe. On a entendu parler d'une pierre dans le reportage intitulée le Kourkar. Qu'est-ce que c'est? Alors le Kourkar, donc c'est une appellation bien locale en fait d'un type de pierre qui est gréseux. C'est une pierre de sable en fait et qui se trouve sur le littoral, donc ici méditerranéen en fait du Levant Sud, et qui a été utilisée donc dans la construction de tous les grands sites donc à proximité de ce littoral. Et apparemment ce serait une pierre molle, c'est ce que m'expliquait. Voilà, c'est très facile à tailler puisque c'est vraiment du sable aggloméré en fait et qui en plus a parfois été érodé en surface par la mer. C'est en fait ce qu'on peut voir à Césarée, à Acre, vraiment sur les plages. Et ça se dégrade pas justement plus rapidement du fait de la... Si, en fait, tout à fait. Donc ça développe, en fait, comme toutes les pierres, ça va développer une couche en fait avec le temps protectrice. Donc quand on rompt, en fait, quand on taille la pierre, on enlève cette couche et donc elle va être amenée à se dégrader plus vite. C'est pour ça que l'architecture d'Acre est parfois dans un état assez piteux. Allez, on va tout de suite retrouver Marianne pour une autre question téléspectateur. Oui, en effet. Alors, Michel de Paris souhaiterait avoir une précision. Il a entendu dans le premier reportage que les fouilles étaient consacrées principalement à la période des croisades. Il souhaite donc savoir si cela signifie que ce qui se trouve à la surface d'Akko provient de la période ottomane. Donc oui, en fait, disons la majeure partie de la vieille ville actuelle est de la période ottomane même tardive. Après, on retrouve en fait au niveau de circulation, au niveau dans lequel nous on marche dans les rues, on a encore des maisons en élévation du XIIIe siècle, donc qui sont rares, qui ont été prospectées, localisées depuis la période mandataire. Et effectivement, donc dans les sous-sols, dans les niveaux bas, ce qui est visitable aujourd'hui, c'est donc essentiellement la ville du XIIIe siècle. Oui, alors justement, on parle d'histoire, hein, Caroline. L'Empire ottoman qui était très fort, il est parvenu à repousser Napoléon Bonaparte par épuisement des vivres et des munitions. Racontez-nous cette histoire, cette partie de l'histoire française. Alors en fait, en 1799, Napoléon Bonaparte arrive avec son armée de 13 000 hommes à Saint-Jean-d'Acre. Il vient d'arriver triomphant d'Égypte et il fait face à l'artillerie du pacha Algézar. Et malgré les munitions, les vivres et les hommes que lui fournissent Chypre et Tripoli, il devra battre en retraite seulement après un mois et demi. On voit justement des graphiques, des sculptures, des images de cette période. Finalement, c'est l'Empire britannique qui prendra la relève sur l'Empire ottoman en 1918. On vient de parler de la période ottomane, mais la richesse de Saint-Jean-d'Acre, c'est d'avoir vécu à travers les époques. Comment se sont échelonnées les recherches depuis que l'on travaille sur ce site d'Akko, Simon ? Alors en fait, c'est des recherches assez anciennes, puisque dès le 19e siècle, on a des savants, les premiers chercheurs en fait, sur le Moyen-Âge, notamment Emmanuel Guillaumeray, donc un des pionniers dans le domaine, qui vont s'intéresser à Acre. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui propose un dossier de sources historiques, de textes, de documents du Moyen-Âge assez énormes, et que ces documents peuvent être mis en relation directement avec des vestiges donc, qui sont conservés. Ensuite, ça va être essentiellement sous la période du mandat britannique que là, on entreprend les premiers en fait, travaux de fouilles et puis ensuite de restauration. Donc on a des figures en fait, de l'archéologie du mandat comme Cédric Norman Jones qui vont en fait, écrire d'ailleurs un guide d'Acre, le premier. Et ensuite, donc, avec la création de l'État d'Israël, ce sera les Antiquités qui vont jouer en fait, le rôle majeur jusqu'à aujourd'hui. Alors Acre, on l'a compris, qui regorge de vestiges archéologiques, mais nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv pour connaître l'endroit en Israël que vous souhaiteriez voir préservé en priorité. La réponse c'est maintenant. Je ne ressens aucune connexion pour préserver un endroit en particulier. Je ressens une connexion avec tout Israël. Jérusalem.
Je choisirais Jérusalem. Jérusalem, et plus généralement, je préserverais Israël. Je pense qu'Israël est plus grand que ce que l'on se représente. Un endroit préservé, je dirais ici, Tel Aviv. C'est mon endroit préféré, de loin. Tel Aviv. Alors on l'a vu dans le micro-trottoir, de nombreuses personnes répondent Jérusalem dans la séquence. En tant que chercheur du Centre de recherche français à Jérusalem, Simon, est-ce que vous pouvez nous parler du travail qui a été effectué en ce moment à Jérusalem? Il paraît qu'un mikvé qui date de l'époque du deuxième temple a été retrouvé. Un mikvé, c'est un bain rituel. Vous êtes au courant de ça? Alors, bon, si on parle bien de la même chose, c'est une fouille qui date déjà de quelques années, en fait de 2-3 ans peut-être. Et donc, effectivement, on a un mikvé conservé sous les assises inférieures en fait, de l'angle sud-ouest de la terrasse du temple. Et alors, ça a soulevé en fait, beaucoup de débats concernant donc, la chronologie, puisque en fait, ce mikvé a aussi été daté avec du matériel retrouvé dessus, des années en fait, postérieures à Hérode, entre 20 et 60. Donc, ce qui ne colle pas du tout avec ce qu'on connaît des sources historiques. Mais en stratigraphie, a priori, c'est une découverte qui ne se conteste pas. Bon, en tous les cas, quand on est archéologue, la plus belle ville du monde, c'est quand même Jérusalem. Vous n'êtes pas là par hasard. Une des plus belles. Merci à vous de votre présence aujourd'hui, Caroline Amouyal. Merci de nous avoir fait ce magnifique voyage dans le passé. C'était magnifique. Israël, donc pays aux 1000 facettes, on l'a vu. J'espère que cette émission vous donnera l'envie de venir visiter ces sites archéologiques uniques au monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Restez avec nous, mais midi ensemble, ça continue. Alors surtout, ne changez pas de